Est-ce que votre enfant est porté à dire non aux aliments qui lui sont inconnus? Est-ce que c'est une situation qui devrait être préoccupante? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Véronique Ouellette-Saint-Denis répond à toutes ces questions. Du côté de la kinésiologie, on parle de posture avec Stéphane Ouimet. Quels sont les exercices qu'on peut faire à la maison pour améliorer notre posture, mais également pour diminuer les douleurs qui lui sont reliées à la mauvaise posture? Et du côté de la psychologie avec Audrey Saint-Onge, on parle de psychothérapie. Quels sont les mythes qui lui sont rattachés? Et finalement, on termine l'émission en parlant zoothérapie avec Carmen-Louise Lépine. Bienvenue à Questions Santé. Avez-vous déjà entendu votre enfant dire « j'aime pas ça » avant même d'avoir goûté à un aliment, avant même d'avoir goûté à son repas? Mais apparemment, Véronique, ce serait un comportement plutôt normal chez l'enfant. Oui, absolument. C'est pas nécessairement parce que votre enfant est un mangeur difficile qui refuse de goûter un aliment. C'est probablement parce qu'il fait de la néophobie alimentaire. Donc, c'est quoi ça, la néophobie alimentaire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, je vous le décortique, là. Néo pour nouveau, phobie pour peur et alimentaire pour aliment. Donc, c'est vraiment la peur des nouveaux aliments. C'est un comportement qui est normal chez les jeunes enfants. On voit ça beaucoup chez les 2 à 10 ans et plus particulièrement chez les 2 à 6 ans. Puis il y aurait même jusqu'à 3 enfants sur 4 qui auraient des comportements de néophobie alimentaire à différents degrés. Le 3/4 des enfants, c'est beaucoup. Oui, absolument. À quoi ça ressemble un enfant qui fait de la néophobie alimentaire? C'est un enfant qui va refuser de goûter, comme tu as dit, mais qui va aussi observer les aliments dans son assiette. Il va les trier, il va les sentir. Et puis, si jamais on le force à goûter l'aliment qu'il ne veut pas manger, il va probablement recracher ou il pourrait même aller jusqu'à vomir. Ça donne lieu à des situations assez lourdes parfois au souper, mais il y a des choses qu'on peut faire, évidemment, pour améliorer ça. Mais d'abord, ça viendrait d'où, la néophobie alimentaire? En fait, on a quelques hypothèses qui pourraient expliquer d'où ça vient, la néophobie alimentaire. Premièrement, ça pourrait coïncider, dans le fond, avec la phase du non. Donc, les jeunes enfants, ils ont souvent une petite phase pendant laquelle ils disent non à tout, incluant peut-être le contenu de leur assiette. Ensuite, ça pourrait être aussi en lien avec la recherche d'autonomie. Donc, l'enfant veut être autonome, veut choisir lui-même, veut choisir les aliments qu'il va manger. Ensuite, ça pourrait être la période de la recherche de sécurité en période de changement. Donc, les enfants vont vivre beaucoup de changements dans leur vie. Ça peut être l'arrivée d'un nouveau bébé à la maison, ça peut être un déménagement, la séparation des parents, un changement de groupe à la garderie, par exemple. C'est comme s'ils vont aller chercher un petit peu de sécurité quelque part dans leur vie, puis ça va être dans leur assiette qu'ils vont aller chercher cette sécurité-là. Donc, c'est pour ça qu'ils refusent les nouveaux aliments. C'est tout à fait logique qu'on ait besoin de sécurité, même nous, les adultes, alors les enfants, évidemment, c'est le cas aussi. Oui. Puis une dernière hypothèse, ça pourrait être aussi un réflexe de protection ou de survie, un espèce de vieux réflexe primitif qui fait en sorte que l'enfant ne va pas manger un aliment inconnu par peur que ce ne soit pas bon pour lui. OK. Et là, les trucs, on veut y venir aux trucs pour améliorer la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre enfant? Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de diminuer ce comportement-là. Premièrement, c'est important de familiariser l'enfant avec l'aliment. Donc, n'oubliez pas, il y a peur de l'aliment. Donc, plus souvent on va lui présenter, plus il va apprendre à le connaître, puis il va en avoir moins peur et finalement, il va accepter d'y goûter. Par contre, ça peut prendre jusqu'à 15 expositions avant qu'un enfant accepte de goûter un aliment. On lâche pas. Non, on lâche pas, on persévère, on est patient. Absolument. Ensuite, la présentation est importante. Il faut éviter, dans le fond, de présenter que des nouveaux aliments dans l'assiette. Imaginez l'enfant qui a peur, il va avoir très peur. Donc, on met un nouvel aliment avec des aliments qu'il connaît. Ça va être beaucoup plus sécurisant pour lui. Ensuite, un cadre agréable à la table. Donc, on ne force pas l'enfant à goûter. On peut l'inviter gentiment à goûter un nouvel aliment, mais on n'insiste pas et on ne force pas. N'oubliez pas, si on force, il va recracher ou peut-être même vomir, puis ça peut augmenter, dans le fond, le comportement de néophobie alimentaire envers cet aliment-là. Ça veut dire qu'à long terme, le problème ne serait pas réglé. Là, ça prendra encore plus de temps. C'est ça, okay. Absolument. Ensuite, on peut être nous-mêmes un bon modèle, donc en mangeant l'aliment, en l'appréciant, puis pas juste les parents, hein, les frères et sœurs à la table, les amis à la garderie. Si l'enfant voit tout le monde autour de lui manger l'aliment, bien, il va finalement finir par comprendre que c'est pas dangereux et qu'il peut en manger lui aussi. Moi, je me rappelle, ça avait un effet vraiment important sur moi quand j'étais jeune. Puis je voyais mes cousins, cousines, surtout plus vieux,
manger Oui. l'aliment, là, vraiment, moi, je me dis, OK, oui, faut que je le mange. L'influence des amis, ça peut beaucoup aider. Ensuite, on va faire participer l'enfant. Donc, si on peut le faire participer soit dans un potager, soit quand on fait les achats à l'épicerie ou soit directement dans la cuisine, encore là, il va se familiariser avec l'aliment puis il va apprendre à le connaître puis à en avoir moins peur. Important, on utilise le bon vocabulaire, donc on n'essaie pas de trouver des noms amusants pour présenter un aliment. Il faut utiliser les vrais termes quand on parle des aliments, puis on évite le camouflage, parce que si on cache un aliment dans une recette, n'oubliez pas, l'enfant il a peur de l'aliment. Et qu'il en mange et qu'il découvre qu'on l'avait caché, premièrement, il peut être en colère contre nous, ce que je comprendrais très bien. Puis, deuxièmement, il peut perdre sa confiance en nous. Il n'aura peut-être plus confiance quand on va lui mettre une nouvelle recette dans son assiette. Il va avoir peur qu'on ait caché quelque chose qu'il ne voulait pas manger. Et dernier petit truc, si l'enfant accepte enfin de goûter à un aliment, on le félicite, on lui dit bravo, puis on lui dit qu'on est fier de lui. Les encouragements, vraiment, ça, il faut y penser. Est-ce qu'il y aurait un effet aussi quand on parle des bienfaits des aliments? Est-ce que ça peut aussi convaincre l'enfant? Pas vraiment, parce qu'un enfant, pour lui, c'est pas important de savoir qu'il y a des vitamines ou des minéraux dedans. Lui, il faut que ça soit plaisant, il faut que ça soit agréable, il faut que ça goûte bon, il faut que les personnes autour de lui en mangent, tout simplement. Puis surtout, il ne faut pas que ça soit menaçant. Il ne faut pas qu'il se sente menacé par un nouvel aliment comme des aubergines, des courgettes, des brocolis, champignons, nommez-les. Les enfants, ils n'en aiment pas. Il y a plusieurs aliments qu'ils n'aiment pas, malheureusement. Mais on persévère. Merci beaucoup, Véronique. Et on garde espoir, surtout on garde espoir, notre enfant va aimer les aliments. Et on garde espoir qu'on peut changer notre posture aussi. On en parle avec Stéphane Ouimette, kinésiologue. Il y a plusieurs personnes qui sont aux prises avec des douleurs chroniques et ce qui peut causer ça, c'est la mauvaise posture. Stéphane Ouimette, tu vas nous en parler davantage aujourd'hui et surtout, tu vas nous donner des exercices à faire à la maison pour améliorer notre posture. C'est pour ça que je me suis changée d'ailleurs. Mais d'abord, qu'est-ce qui cause la mauvaise posture? En fait, il y a multiples facteurs qui causent la mauvaise posture. Donc, que ce soit des blessures antérieures ou une mauvaise ergonomie au travail ou simplement une mauvaise ergonomie d'habitude de vie. Donc, les gens ont tendance à mal se placer autant dans le quotidien comme dans leur travail. Évidemment, ça se résume en fait à un désaxement. Ce que ça veut simplement dire, c'est que le corps a tendance à être soit d'un côté un petit peu plus que l'autre. On le voit aussi d'en avant ou d'en arrière. Donc, un côté qui est beaucoup plus tendu, puis l'autre côté qui, lui, est beaucoup plus faible. Donc, une surutilisation de ces muscles-là, les muscles deviennent fatigués. Et lorsqu'ils deviennent fatigués, ils deviennent tendus, ils deviennent dystoniques. Et ça mène vers, malheureusement, plusieurs problématiques. Irritation articulaire qui va nous mener vers des problèmes de douleur, autant lombaires que des hanches, ou même du thorax. Et même le vieillissement, à un moment donné, ça nous amène automatiquement vers une posture différente. Bien, moi, j'appelle ça l'évolution naturelle de la posture. Si vous regardez vos parents, on peut s'apercevoir que les gens ont tendance à enrouler la colonne vertébrale puis de revenir où ce qu'on était il y a plusieurs milliers d'années. On voit aussi la même chose avec le bassin où les fesses ont tendance à sortir vers l'extérieur, dû en fait à des tensions au niveau des psoas. Et le dos, évidemment, le creux, cette fameuse hyperlordose, où ce que les médecins vont dire de renforcer les abdominaux. Mais évidemment, le creux dans le bas du dos, c'est une autre attitude posturale qu'on aime un petit peu moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour s'aider? Je me porte volontaire. C'est ça qu'on peut faire. Donc, on va commencer par le bassin. Donc, je vais vous demander simplement de le placer sur le dos comme ça ici. Puis, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de positionner le bassin, d'aller étirer les fléchisseurs de la hanche. Donc, je vais commencer par te demander de ramener le genou comme ceci et utiliser les mains derrière le genou, comme ça, pour maintenir le bassin là, dans cette belle forme de rétroversion qu'on appelle. Ensuite, en allongeant la jambe, on va pouvoir voir que si le bassin reste dans la bonne position, il va y avoir un étirement des fléchisseurs de la hanche et ça va avoir une influence sur le positionnement du bassin. Ensuite, on veut passer... On maintient l'exercice pendant combien de temps? C'est une bonne question, en fait. On maintient l'exercice toujours entre 20 à 30 secondes. Au début, 20 secondes pour s'habituer, puis ensuite, on passe à des 30 secondes. Il faut aller doucement, il faut prendre notre temps. Le corps va vouloir se protéger. Donc, nous, il faut lui donner la chance de bien adapter, de bien s'intégrer à l'exercice. Donc, 20-30 secondes une fois, est-ce que je le répète ou 20-30 secondes, c'est suffisant? Tout exercice devrait être fait 2 à 3 fois, indépendamment que ce soit des étirements ou des exercices de renforcement. Maintenant, on va aller vers un exercice justement de renforcement. En plaçant les deux genoux comme ceci, on va mettre les pieds à la largeur de ton bassin. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais te demander de soulever les fessiers. On va contracter les
fessier, soulever le bassin le plus haut possible, un petit peu trop haut, on va maintenir là, et maintenant rentrer le ventre. La différence entre serrer le ventre et rentrer le ventre, c'est quand j'ai faim. Donc, on veut se faire chatouiller, on rentre le ventre, puis tandis que serrer le ventre, c'est si quelqu'un voudrait nous frapper, on a tendance à faire une contraction musculaire. On peut placer les mains juste ici, donc en créant une instabilité, donc en n'utilisant pas les mains, on va augmenter la capacité du corps de recruter les muscles stabilisateurs. On en fait un deuxième? Encore une fois, 20 secondes, 30 secondes, on répète quelques fois, Absolument. 2-3 fois. Moi, j'aime beaucoup les exercices sans mouvement au début parce que ça recrute les muscles profonds, les muscles stabilisateurs. On a tendance à les mettre de côté. On va baisser les fessiers maintenant, puis on va passer à un exercice pour le bas du dos. Première chose qu'on veut faire, je vais te demander d'amener les deux genoux ce coup-ci vers la poitrine et de placer les mains derrière. Les mains derrière, c'est tout simplement pour ne pas écraser, mais en même temps, ça permet de ramener les genoux vers la poitrine pour occasionner un étirement dans le bas du dos, mais pas juste le bas du dos, tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle la chaîne postérieure. Mais l'étirement, je peux vous le dire, je le sens partout dans mon dos. C'est normal? Absolument. Ben oui, parce que tout est interrelié. Donc, les muscles de la colonne vertébrale viennent s'attacher tout au long et c'est comme une grande chaîne, c'est sûr qu'ils sont tous rattachés. Ensuite, fameux exercice de renforcement, gainage abdominal. Ce que ça veut dire le gainage abdominal? Contraction des abdominaux, comme si quelqu'un venait de fraapper, coller le nombril contre la colonne vertébrale, permettant de coller le bas du dos contre la table en tout temps. Donc, en maintenant le gainage abdominal, on va te demander d'allonger les jambes et encore une fois de maintenir cette position. Le but ici, c'est d'empêcher le faux mouvement. Plus on allonge les jambes, plus le dos veut décoller, plus le dos décolle, plus je suis dans le trouble. Lorsqu'on devient un petit peu plus élite, on s'est pratiqué un tout petit peu, on peut aussi le faire en mouvement, en prenant toujours en considération que le but n'est pas comment loin je suis capable d'allonger les jambes, mais ma capacité de maintenir le bas du dos bien collé. Okay. On en fait un troisième pour la cage thoracique. Je vais te demander de te tourner sur le ventre, s'il te plaît. Donc, évidemment, c'est un exercice qui, à la base même, je vais juste te demander de ramener les coudes vers toi et en expirant, là, laisse aller vers le bas. Donc, tu vas tout de suite sentir un petit peu de pression dans le bas du dos, mais ça, c'est normal. Le corps est quand même dans une belle position. Et dans la mesure où le nombril reste collé contre la table en tout temps, on va venir trouver un étirement de la cage thoracique pour empêcher ce fameux enroulement-là. Ensuite, en allongeant les bras et en revenant la poitrine vers le sol, comme ça ici, les deux, voilà, on va aller vers un petit exercice de renforcement. Rentre la tête un petit peu vers l'intérieur, stop. En expirant, colle les omoplates, soulève les bras, soulève le thorax et maintiens la position en expirant pendant 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche doucement. Et à ce moment-là, je crois que mes jambes avaient envie de décoller. Oui, bien ça, c'est une incidence, en fait. C'est d'utiliser d'autres segments de mon corps pour venir compenser cette faiblesse-là, parce que l'objectif est d'affaiblir le muscle, de lui amener vers un travail qui va faire en sorte qu'à un moment donné, la fatigue va s'installer. Et cette fatigue-là, en la faisant souvent, on va devenir de plus en plus fort, contrer cette fatigue-là. C'est à la base même de la musculation. OK. Est-ce qu'il y a d'autres exercices à faire? Non, il n'y a pas d'autres exercices à faire, mais ce qui est bien important, par exemple, c'est de se dire que 10 minutes d'exercice thérapeutique par jour pour améliorer notre posture ne vient pas compenser le fait de mal se placer au courant de la journée. Donc, prenez le temps de bien percevoir comment vous êtes, autant assis, debout ou en déplacement. Merci beaucoup, Stéphane, pour tes conseils. On va essayer de mettre ça en pratique quelques fois par semaine. Hein? Et restez là, on parle de psychothérapie avec Audrey Saint-Onge. Audrey Saint-Onge, il y a plusieurs mythes de rattacher à la psychothérapie. Puis malheureusement, ces mythes-là, ça fait que les gens sont peut-être moins portés à consulter. En effet, quand on pose des questions aux gens sur la psychothérapie, on se rend compte que l'image qu'ils ont viennent souvent des films, des séries télé. Souvent, le stéréotype qu'on a, c'est un monsieur barbu avec des lunettes qui se tient le menton en baissant ses lunettes puis qui dit « pendant qu'il y a quelqu'un qui parle de ses problèmes étendu sur un sofa. On n'est plus là dans la psychothérapie, puis malheureusement, comme tu l'as dit, le fait de ne pas connaître ce que c'est et de ne pas connaître les ressources dans la région en Outaouais, bien, ça bloque un peu l'accès aux services quand on en a besoin. OK. Donc là, il y a des mythes, on veut les défaire, ces mythes-là. Effectivement, et je t'ai préparé, Floralie, un quiz sur les mythes. Alors, j'espère que tu es prête et que tu connais les bonnes réponses, et sinon, je vais les donner. Je vais me prêter au jeu pour l'occasion. Je suis prête. Premier mythe, vrai ou faux? La psychothérapie, c'est seulement parler de ses problèmes à une personne neutre. Bien, on parle de nos problèmes, oui, puis c'est une personne assez neutre en avant de nous, fait que je dirais que c'est vrai. En fait, c'est plus que ça. Oui, on va parler à quelqu'un, mais la psychothérapie, c'est un traitement psychologique. Donc, par traitement, ça veut dire qu'on va venir agir sur les causes du problème.
Dans ce cas-ci, on parle de pensée, de comportement et d'émotion, mais le thérapeute que vous avez avec vous va vraiment vous guider, vous orienter, puis le but, c'est de dénouer le problème pour lequel vous venez consulter. OK, donc on va vraiment en profondeur. Deuxième mythe, c'est seulement les psychologues qui peuvent pratiquer la psychothérapie. Je dirais vrai, mais il y a une loi qui a passé dernièrement, hein, je pense. Effectivement. Donc, dans le fond, oui, les psychothérapeutes peuvent pratiquer la psychothérapie, évidemment, mais il y a aussi d'autres professionnels de la santé. Par exemple, les médecins, ça peut être des travailleurs sociaux, des infirmiers, des psychoéducateurs qui ont reçu un permis de l'ordre pour pratiquer la psychothérapie. Donc, depuis 2009, c'est un acte réservé, c'est pas n'importe qui. Donc, il faut faire attention qu'il y ait la certification pour s'assurer de la qualité des services. On peut le demander tout simplement, j'imagine, au thérapeute, c'est quoi votre certification, est-ce que je peux l'avoir? Oui, et juste d'avoir le terme psychothérapeute indique que la personne a la certification. OK. Troisième mythe, il faut absolument un problème de santé mentale ou faire face à une épreuve grave comme la mort d'un proche pour consulter. Là, je dirais faux. On n'a peut-être pas besoin de se rendre jusque-là. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas de problème qui ne soit pas assez grave pour aller chercher de l'aide. Si vous ressentez le besoin d'aller chercher de l'aide, c'est suffisant. On parle souvent de faible estime de soi ou de faible confiance en soi, de problèmes relationnels, des fois de se retrouver toujours dans les mêmes patterns professionnels dans la vie personnelle. C'est toutes des bonnes raisons de consulter, il y en a plus encore. OK. Toutes les raisons sont bonnes de consulter et de mieux se sentir psychologiquement. C'est ce que je retiens. Quatrième mythe, la psychothérapie peut me guérir. Oui, vrai, vrai, je pense que oui. Il faut faire attention à celui-là. Il y a une petite astuce, c'est que oui, on peut guérir des troubles de santé mentale, mais on ne parle pas d'un modèle style soignant-patient. Donc, on parle plus d'un modèle de collaboration, de travail d'équipe. Donc, le psychologue ou le psychothérapeute va plus être un guide qui va orienter la personne vers prendre ses bonnes décisions et prendre des actions dans son quotidien. OK, donc ça voudrait dire peut-être qu'il faut que le patient soit prêt à s'aider lui-même. Exactement, c'est un des facteurs les plus significatifs dans le succès d'une thérapie selon les études sur la psychothérapie. OK. Cinquième mythe, consulter, c'est un signe de faiblesse. Là, je dirais faux. Ah, merci. J'espérais que tu dises ça. Au contraire, imaginez là, rentrer dans un bureau devant quelqu'un qu'on ne connaît pas et devoir parler de ses problèmes, parler de ses émotions les plus profondes, se montrer vulnérable. C'est extrêmement courageux, consulter. C'est courageux parce qu'on s'aide soi-même. Oui, puis ça demande de se regarder soi-même, de faire face à qui on est, puis ça, c'est pas facile. Ça m'amène au sixième mythe, les hommes vivent moins de détresse psychologique que les femmes. Je dirais faux, mais je pense que dans la vie de tous les jours, les hommes parlent malheureusement moins de leurs émotions. Fait que peut-être qu'on a tendance à croire que les hommes vivent moins de détresse psychologique, mais c'est peut-être pas le cas. Là. C'est exactement ça. En raison du stigma social, les hommes vont être moins portés à consulter. On les voit beaucoup moins dans nos bureaux. Par contre, ce que les études montrent, donc il y a un récent sondage à Montréal qui démontrait que dans la métropole, 1 homme sur 4 souffrirait de détresse psychologique. Donc, le besoin est là, mais souvent à cause des préjugés, à cause de ce que les autres pourraient dire, il y en a qui vont se retenir puis ils n'iront pas chercher les services. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dire aux hommes d'y aller, là, consulter? Bien, les mentalités changent. On voit que nos jeunes sont plus portés à parler de leurs problèmes, mais c'est vraiment quand un homme s'ouvre auprès de vous, c'est de ne pas le rejeter, c'est de l'accueillir dans ses émotions puis de ne pas le faire sentir comme s'il était moins un homme parce qu'il s'ouvre sur ses émotions. Je comprends. Septième mythe? Dernier mythe, ça coûte cher de consulter. Oui, ça coûte cher, vrai. C'est vrai et c'est faux. En ce sens qu'il y a des services qui sont disponibles au public. Le problème, c'est si on n'est pas un cas prioritaire, ça peut prendre de 2 à 3 ans avant d'y avoir accès. Donc, si on ne se sent pas bien, ça peut être long d'attendre. Au privé, oui, ça peut être cher. Donc, on parle de plus de 100 $ de l'heure habituellement. Par contre, si on a des bonnes assurances, il y a vraiment moyen de se débrouiller pour ne pas payer beaucoup. Un service qui est un peu entre les deux, moi, qui trouve que c'est une bonne alternative, c'est la clinique de services psychologiques de l'UQO qui forme des doctorants comme moi en psychologie et qui charge environ de 25 à 50 $ de l'heure selon le salaire. Donc ça serait, selon moi, la meilleure opportunité pour avoir des services rapidement à peu de frais. Vous pouvez aller voir Audrey Saint-Onge à la clinique de l'UQO, tout à fait. Merci beaucoup, Audrey. Alors, il y a plusieurs façons de s'aider en psychothérapie. On peut aller voir différentes personnes jusqu'à temps de tomber sur celui qui nous convient. Mais il y a aussi la zoothérapie qui peut nous aider. On en parle avec Carmen-Louise Lépine. Merci à notre partenaire.
Question Santé est réalisée dans une maison modèle de construction La Vérandrie. Pour s'aider, il y a plusieurs façons de le faire et on vous en donne plusieurs façons de le faire à l'émission Question Santé chaque semaine, mais certainement que de passer du temps avec les animaux, c'est une façon de prendre soin de soi. Et aujourd'hui, on parle de zoothérapie avec Carmen-Louise Lépine qui a 2 chiens très doués pour aider les gens. Bonjour! Bonjour, Florélie. Alors, vous avez effectivement 2 magnifiques chiens qui sont sur nous, très, très calmes. Qu'est-ce que vous faites avec ces chiens pour aider les gens? Moi, je vais dans les foyers pour personnes âgées et puis on visite, puis on sème le bonheur. Et puis, disons, pour ces gens âgés, c'est un des ennuis. Et puis, malheureusement, pour plusieurs d'entre eux, ils ont laissé leur petit pitou à la maison, ils ont été obligés de donner leur petit pitou lorsqu'ils sont allés dans des centres qui sont adaptés, avec des soins adaptés, ces choses-là, alors ils s'ennuient. Oui. Alors, vous allez dans les centres, vous amenez vos chiens, et quel est le comportement des chiens quand ils rencontrent les personnes âgées? Bien, tout dépend. Je veux dire, si vous prenez comme Gucci, il aime ça, lui, aller se loger sur les genoux de quelqu'un. OK. Pixie, elle est un peu plus curieuse. Pixie va souvent monter sa personne, elle va lui donner des becs. Et puis, les gens, ils aiment ça aussi. Et puis, ensuite, elle va peut-être faire le tour. S'ils sont assis dans leur chambre, sur leur lit, elle aime ça faire le tour, puis ensuite revenir. Puis Gucci, lui, comme vous pouvez voir, il est parti, lui, au pays des rêves, là, puis lui, il aime ça se faire flatter, alors mais c'est pas tous les chiens ou tous les animaux qui se portent à la zoothérapie. Quelles caractéristiques doivent avoir les animaux pour être des bons chiens pour le faire? Bien, il faut avoir un chien qui est calme, et aussi un chien qui n'est pas nécessairement trop gourmand. Okay. Parce que, je dis parce qu'il y a de la zoothérapie aussi chez les enfants. Puis si le petit enfant a, je sais pas, un sandwich ou quelque chose comme ça, on ne veut pas que le chien attrape le sandwich, puis, des choses comme ça. Puis c'est la même chose pour la personne âgée aussi. On ne veut pas que le chien soit en train de chercher autre chose. Exactement, on veut que le chien donne son attention à l'humain, à la personne qui a besoin d'aide. Exactement. Et puis aussi, il y a être calme, puis aussi réceptif. Les chiens, si la personne est calme, le chien va être aussi calme vis-à-vis de la personne. Si la personne veut ricaner ou quelque chose comme ça, bien Pixie, elle est excellente pour ça. Comme j'ai dit tantôt, elle aime donner des becs. Oui. Puis elle est un peu plus excitée, je veux dire, un peu plus éveillée, là, puis apporter, sommeiller encore, le bonheur. Oui. Quel est l'entraînement qu'on doit donner aux chiens? Pour la zoothérapie, contrairement comme un chien de service ou un chien guide, comme l'association MIRA, c'est très intensif. Tandis que pour la zoothérapie, il n'y a pas encore de paramètres là, pour dire que ton chien fait la zoothérapie. On peut... une personne peut dire, mon chien fait de la zoothérapie. Moi, il y a une animalerie à Ottawa qui donne des cours. Et puis, Pixie, elle est déjà certifiée. Gucci, lui, il va graduer de son 3e niveau. Ensuite, après les fêtes, il va passer son niveau de zoothérapie. Il va recevoir un certificat. Moi, je préfère que le chien soit certifié. Oui. Ça peut prendre combien de temps pour entraîner son chien, pour qu'il devienne apte? Dépendant du chien. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui prennent des cours d'obéissance. Les 3 premiers niveaux, le chien, il est chiot. Et puis, c'est toujours bon que le chien ait passé son stage d'adolescence, moins rebelle. Ça veut dire quoi, ça, le stage d'adolescence? Il y a quel âge le chien à ce moment-là? Oh, ça peut varier dépendant le genre de chien. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. OK. Donc, il faudrait attendre que le chien ait 3 ans avant de commencer l'entraînement. Exactement, oui.
OK. C'est quoi l'histoire plus particulièrement là, de ces deux magnifiques chiens qui sont en train de se prélasser sur nos genoux? Pixie est originaire de la SPCA. Quand je l'ai adoptée, elle avait 6 ans. Je n'avais jamais eu de chien. Puis Gucci, lui, il vient de mon voisinage. Il était moins bien traité. C'était la peau pour les os. Puis la jeune dame qui l'avait, bien, ne voulait plus s'en occuper. Puis lui est originaire du Mexique. OK. Mexique vers le Canada. Exactement. Oui, puis la personne qui l'a ramené, je crois qu'elle s'en est servie comme pour qu'est-ce qu'on appelle le refaire reproduire. Puis ensuite, après quelques fois, elle l'a passé à quelqu'un d'autre. Alors moi, j'étais la 4e personne en 5 ans qui l'avait. Et malgré tout, malgré son histoire assez chamboulante, disons-le, ben il réussit à être un chien qui calme, qui aide les gens. C'est assez surprenant. Bien, c'est que aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut socialiser son chien. Les exposer à différentes situations, au bruit, les amener dans les magasins, les histoires de famille, de grandes familles. Chez moi, on est lors des périodes des fêtes, on est souvent une vingtaine, puis les gens sont occupés à préparer les plats, etc. Puis les chiens, bien, ils savent comment se distancer ou se rapprocher. Puis il y a toujours un des beaux-frères qui aime à bien les nourrir. Alors, mais par contre, tu sais, ils sont souvent avec moi, puis sont souvent dans différentes situations. Puis à tous les jours, ils rencontrent des personnes différentes. Merci beaucoup, Carmen-Louise Lépine. Profitez-en du temps que vous avez avec les animaux. Ça relaxe. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Questions Santé. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble.